Samedi 2 décembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, entrons dans les détails des informations de ce jour. La réélection du président Adjradouane est une victoire du peuple malagasy, une victoire de la démocratie et surtout une victoire de l'amour. Les Malagasy lui font confiance. Le développement a été palpable durant son premier mandat grâce aux réalisations et il souhaite donc que cela se poursuive. Ce résultat électoral met également fin à tous les débats inutiles entourant les affaires politiques, selon les déclarations des partisans du président Adjradouane. Les détails avec Cécile Vain, Anne Martina, Zara Djiansu et Sech Andjianapou. Le peuple malagasy a donné confiance au président Adjradouane pour diriger à nouveau Madagascar pour les 5 prochaines années. La population a vu les réalisations, les nombreuses infrastructures, les efforts déployés par le président lors de son premier mandat. La majorité veut toujours la poursuite de ces travaux, raison pour laquelle elle a encore voté pour le candidat Adjradouane lors de cette élection présidentielle. La victoire du président Adjradouane est donc une victoire pour tout le peuple malagasy. Par ailleurs, les résultats de cette élection ont montré que le pouvoir politique à Madagascar est divisé clairement en 3 parties. Le président Adjradouane avec ses partisans qui montrent toujours leur force en ayant obtenu 58,96% des voix, suivi par 2 candidats qui ont été battus par le candidat numéro 3 avec plus de 2,5 millions de voix, ainsi que les candidats qui n'ont pas obtenu plus de 10% des voix. Le choix du peuple est donc clair à travers ce résultat électoral qui est aussi une victoire de l'amour contre toute forme de propagation de haine effectuée par quelques candidats. En effet, l'élection présidentielle à Madagascar met fin à tous les débats inutiles entourant les affaires politiques dans le pays. Tous les acteurs politiques, partisans du président Adjradouane, se concentreront davantage sur le développement pour la concrétisation de la devise pour les 5 prochaines années. Madagascar a Timens Manjus, Madagascar doit se développer. Toujours dans le cadre de la présidentielle, les États-Unis ont félicité le peuple malagasy suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle faite par la HCC. Les États-Unis réaffirment également leur engagement à coopérer avec le président élu Adjradouane, le gouvernement et le peuple de Madagascar pour le développement du pays. Les États-Unis condamnent toute forme de violence, selon toujours cette déclaration. Plus de détails avec Miar Voulatsfera. Les États-Unis félicitent le peuple malagasy d'avoir exercé ses droits civils et politiques lors de l'élection présidentielle du 16 novembre. Ils prennent acte de l'annonce de la HCC de Madagascar confirmant la réélection du président Adjradouane. Les États-Unis réaffirment également leur engagement à coopérer avec le président élu Adjradouane, le gouvernement et le peuple de Madagascar pour le développement du pays et pour soutenir le respect des droits de l'homme. Les États-Unis félicitent également le gouvernement et le peuple malagasy d'avoir fait en sorte que la journée électorale se déroule dans le calme et la sérénité dans la plupart des régions. Cependant, le processus électoral a soulevé de sérieuses préoccupations qui doivent être abordées pour la paix et le bien-être futur de la nation. De nombreuses parties prenantes, y compris les citoyens malagasy et les observateurs électoraux nationaux et internationaux, ont noté des irrégularités dans le processus électoral. En outre, la plupart des recommandations formulées à la suite des élections de 2018 et 2019 restent non appliquées. Il demande également à la CENI de prendre des mesures pour remédier à ces lacunes et appelle les autorités malagasy à enquêter de manière approfondie sur toutes les irrégularités et les suspicions de fraude à mettre en œuvre avec les réformes nécessaires soulignées par les observateurs internationaux et nationaux et à répondre aux besoins et aux souhaits des citoyens malagasy. Le peuple malagasy mérite des élections libres et équitables, organisées pacifiquement, ainsi qu'une bonne gouvernance. Il demande également au gouvernement de renforcer la confiance dans ses institutions et de garantir l'intégrité des futures élections. Les États-Unis condamnent toute violence et exhortent le peuple malagasy à adresser toute doléance électorale à travers les processus légaux établis à Madagascar.
Ensuite, la communauté internationale est prête à travailler avec le président élu et à accompagner le peuple malagasy sur la voie d'un développement durable et inclusif dans un climat de paix et dans le respect des droits humains, selon toujours leur déclaration après la proclamation officielle du résultat de la présidentielle effectuée par la HCC. Elles reconnaissent la réélection du président Anjradwil. Les détails avec Sylvain et Aniana Martina. Dans leur communiqué, après l'annonce officielle du résultat de la présidentielle effectuée par la HCC, l'Union européenne, l'ambassadeur britannique, l'ambassadeur de la France à Madagascar, l'OIF, l'ambassadeur des États-Unis, de la Suisse, du Japon, de l'Allemagne et de la Corée ont leur volonté à travailler avec le président élu et à accompagner le peuple malagasy sur la voie d'un développement durable et inclusif dans un climat de paix et dans le respect des droits humains. Ils invitent néanmoins le chef d'État, dont ils reconnaissent la réélection, à prendre les mesures à même de restaurer un climat de confiance, notamment dans la perspective des élections législatives et municipales l'année prochaine. La communauté internationale recommande également de prendre les mesures nécessaires avec toutes les forces vives de la nation et les institutions concernées. Ainsi, l'on peut dire que la communauté internationale est du côté de la démocratie, selon cette déclaration. Passons à présent dans un tout autre sujet, la délégation indonésienne dirigée par le directeur adjoint chargé de la sécurité maritime au sein du ministère de coordination des affaires maritimes et de financement de la République d'Indonésie, Elius Komar, a effectué une visite auprès du ministère de la Défense nationale ce vendredi. La coopération militaire entre Madagascar et l'Indonésie existe depuis bien longtemps et les relations entre les deux pays se poursuivent et se développent encore plus actuellement. Lors de la rencontre entre cette délégation et le ministre de la Défense nationale, le général Rakutoardzona Joshua, ils ont discuté de tout projet visant à améliorer le secteur du développement dans notre pays. Ils ont parlé notamment d'énergie, d'exploitation minière, d'artisanat, de pisciculture et bien d'autres. Mais ce qui touche directement l'armée, c'est la sécurité maritime. Au début de l'année 2024, nombreux de ces projets seront mis en œuvre au profit du pays et du peuple malagasy, selon les informations. Concernant les actualités sportives, 2 victoires et 1 défaite pour les Ankway lors de la première journée de la FIBA 3 contre 3 Africa Cup au Caire en Égypte. Chez les dames, victoire contre le Maroc sur un score de 14-10 et dans la catégorie hommes, les Ankway ont battu le Kenya avec un score final de 19-18, ce après une défaite face au Maroc sur le score de 13-16. Ansara Zonarville nous en dit plus. Les Ankway hommes et dames comptabilisent 2 victoires et 1 défaite sur les 3 matchs disputés ce vendredi lors de la première journée de la FIBA 3 contre 3 Africa Cup au Caire en Égypte. Premier match, première défaite pour Madagascar face au Maroc. Les Ankway hommes se sont inclinés devant les Lions de l'Atlas du Maroc sur le score de 16-13. Le deuxième match des Malagasy a opposé les Ankway dames aux Lions de l'Atlas. La bande à Muriel Azanirinarsou a dominé la partie de Bouambou et s'est imposée sur le score de 14-10, première victoire pour la Grande Île. Ensuite, les Ankway hommes se sont relancés dans leur deuxième match du jour grâce à une première victoire acquise sur le fil face aux Morons du Kenya. La performance de Eli Rangiamampion, 11 points au compteur, a permis à Madagascar de s'imposer au final sur le score de 19-18. Par ailleurs, 3 autres matchs de poule sont encore au menu de Madagascar pour ce samedi. Les Ankway hommes affronteront les Guépards du Bénin, tandis que les femmes affronteront également les Amazones du Bénin et les Ladies Morans du Kenya. Ensuite, 15 joueurs seront retenus à l'issue de la dernière phase de recrutement international initiée par l'agence LNR Sport Management en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du projet Bolnakicha Maatafit qui se déroulera au stade annexe de Mamas ce dimanche. Certains de ces 15 joueurs retenus pourraient intégrer les clubs des recruteurs selon les explications de l'organisateur. Reportage.
Il était encore 60 joueurs au début de la phase précédente de la détection dans le cadre du projet Bolnakichama Tafit qui a commencé le 27 novembre dernier et ils ne seront plus que 15 à l'issue de l'ultime séance de détection qui prendra la forme d'un match amical ce dimanche, match qui se déroulera au stade annexe Mahamas. Certains de ces 15 joueurs retenus pourraient intégrer les clubs de recruteurs, indique Lou Varamisamanan de l'agence LNR Sport Management, organisateur de cette détection. Les autres joueurs qui ne seront pas retenus intègrent la base de données de l'agence et suivront par contre divers types de formations qui ne seront pas tous liés au football. Ils pourront bénéficier de formations professionnelles ou bien d'autres, selon toujours les explications. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports se dit satisfait de cette initiative jusqu'à présent. Les recruteurs de leur côté ont aussi été ravis de ce qu'ils ont vu durant ces 6 jours de détection. L'agence LNR prévoit de mener d'autres séances de détection dans les mois à venir selon toujours les informations. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, l'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 400 cibles depuis la fin de trêve à Gaza, une nouvelle phase du conflit considérée comme un impératif par Israël qui a promis de détruire le Hamas. France 24. C'était tout à fait prévisible et d'ailleurs ça a été annoncé par les deux parties au conflit que cette trêve avait des objectifs extrêmement précis et que ces objectifs soient atteints ou non, par ailleurs, il était prévu de reprendre les combats. Je pense qu'il y a un élément clé qui vient directement de la présidence israélienne qui a explicité qu'à partir de maintenant, on allait changer de phase. Et c'est peut-être aussi quelque chose à considérer au sujet de la trêve, c'est-à-dire que cette trêve, bien sûr, a été décidée, accordée pour des raisons humanitaires, mais il y a aussi des raisons logistiques et militaires, opérationnelles, qui sont en fait de changer d'échelon, de renouveler un certain nombre de l'équipement ou des forces en présence. Et donc, on peut s'attendre à un certain nombre de changements, par exemple, dans la quantité de bombes ou de frappes de l'armée israélienne, sur le type de frappe qui va être accompli ou le type d'objectif qui va être visé. Et ce qu'on est en train de constater déjà maintenant, c'est que Tsahal ne frappe ni tout à fait les mêmes cibles, les mêmes emplacements et ne frappe plus avec la même intensité que précédemment. Alors je crois qu'il ne faut pas chercher des choses extrêmement compliquées là où il n'y en a pas besoin, c'est-à-dire que si rien n'est fait, si le Hamas ne faisait rien du tout aujourd'hui, il gagnerait cette guerre. Donc il n'y a pas de stratégie machiavélique là derrière, il y a des plans qui ont été concoctés il y a de cela des mois, tout a été fait pour mettre Israël dans une situation de devoir absolument engager une guerre extrêmement destructrice qui produit énormément de dégâts, énormément de pertes humaines. Et donc, encore une fois, il ne faut pas chercher aujourd'hui des stratégies complexes du Hamas. Si le Hamas ne faisait rien du tout, il gagnerait aujourd'hui. Interdit, puis finalement autorisé par suspension de l'arrêté préfectoral, le rassemblement d'ultra-droite en hommage au jeune Thomas tué lors d'une fête de village dans la Drôme a finalement eu lieu vendredi soir, réunissant environ 200 personnes, place du Panthéon à Paris. Reportage sur les images de France 24. Le mot d'ordre est clair, demander que justice soit rendue pour Thomas, un adolescent tué lors d'un bal à Crépol le 19 novembre. Ce rassemblement à Paris a réuni des membres de l'ultra-droite. 9 suspects ont été mis en examen après la mort de Thomas. Tous ici sont venus dénoncer la délinquance et le laxisme de la justice, à leur manière. Cette manifestation avait d'abord été interdite par le préfet de police. Une interdiction suspendue ensuite par le tribunal administratif. Parmi les participants, Jean-Yves Le Gallou, ancien député européen et ancien membre du Front National. Le pouvoir veut interdire toute manifestation critique parce qu'il veut imposer l'entrée chaque année de 500 000 étrangers supplémentaires en France, parce qu'il veut imposer la répartition
des migrants, des clandestins dans tous les villages de France pour que demain il n'y ait plus un Crépol, mais 10 Crépoles, 20 Crépoles. De la récupération politique, tout ce que souhaitait éviter le gouvernement après le drame de Crépol. Nous devons tout faire pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. Mesdames et messieurs les députés, dans un tel moment, nous avons un devoir d'unité. Un devoir de dignité, sans pour autant minimiser les faits. Un devoir de décence, en respectant le deuil de la famille et des proches, sans récupération politique, sans attiser les haines. Pour cette manifestation, 250 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés. Les Natifs est un groupuscule héritier de Génération Identitaire, dissous en mars 2021. Au troisième jour de la 28e conférence de l'ONU sur le changement climatique, COP28 à Dubaï, une vingtaine de pays ont appelé à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050 par rapport à 2020, illustrant le spectaculaire regain général d'intérêt pour l'atome. En parallèle, les dirigeants discutent de l'engagement à tripler les énergies renouvelables installées dans le monde d'ici 2030, soutenues par quelques 110 pays. France 24. Les prises de parole des dirigeants vont se poursuivre. On attend en particulier le discours de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, car le président américain Joe Biden n'a finalement pas fait le déplacement à Dubaï sur fond de tensions au Moyen-Orient. Vous le savez, la guerre à Gaza s'est d'une certaine manière invitée à cette conférence sur le climat. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs entretenu hier avec d'autres chefs d'État, dont le président israélien Isaac Herzog, notamment pour parler de la libération des otages. Et le président français devrait participer par ailleurs ce matin à 3 tables rondes, l'une sur le nucléaire, l'autre sur la sortie du charbon et la dernière sur les forêts et les océans. Puis il s'entretiendra aussi avec le président brésilien Lula. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.